à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de vous faire et que j'espère vous avez aussi très hâte de regarder. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo de mes meilleures lectures de 2022, de mon top 10 de mes meilleures lectures. Et ça a été compliqué de choisir 10 livres parce qu'au fur et à mesure de l'année, je note mes meilleures lectures dans un carnet. Et je dois faire le tri à la fin de l'année, vous imaginez, au début j'en avais 15 et je me suis dit ça fait peut-être un peu beaucoup, je vais essayer d'en garder 10. Et j'ai réussi, mais j'ai dû sacrifier certains titres, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos, que ce soit des avis lecture, des recommandations, parce qu'il y a des livres dont je ne vais pas parler ici qu'il faut absolument que vous lisiez. Dans tous les cas, tous les livres que je présente ici sont des livres que vous devez lire. Enfin, ce n'est pas une obligation, mais je les ai tellement aimés que je vous les recommande 1000 fois. Donc foncez, si déjà ils vous donnaient envie, lisez-les. Si vous n'aviez pas envie de les lire, peut-être que vous allez avoir envie de les découvrir. Dans tous les cas, ça a été des très bonnes lectures, des romans incroyables à chaque fois, tous différents mais exceptionnels, mes meilleures lectures de 2022, des coups de cœur. Certains sont aussi devenus mes livres préférés tout simplement. Donc j'espère que vous allez prendre des notes, que vous allez ajouter des livres à votre wishlist et nous on commence tout de suite pour pas que ça soit trop long. Donc en 2022 j'ai lu 85 livres et j'ai réussi à garder 10 bonnes lectures, 10 très bonnes lectures. Je tiens à dire que je n'ai pas du tout placé les livres par ordre de préférence. Ils sont tous au même niveau, au même plan tout simplement. Et on commence tout de suite avec Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs. C'est le premier tome qui s'appelle Les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est un roman jeunesse illustré par Sanoé qui a été une très belle découverte. Dans ce roman, l'on est plongé dans la forêt de Belle-Écorce, là où vit Archibald de Renard, un renard qui tient une librairie au creux d'un chêne et dans laquelle chaque animal peut déposer s'il le souhaite le livre qu'il a écrit en espérant qu'il soit un jour acheté. Ce renard va faire la rencontre de Ferdinand Taupe qui, depuis que sa mémoire commence à lui faire défaut, cherche à tout prix à retrouver un livre qu'il a écrit et qu'il a déposé justement chez le renard. Sauf que ce livre a disparu, un animal l'a acheté. Les deux compères vont alors s'embarquer dans un périple aux frontières du rêve, de la réalité et des souvenirs. Ce roman est une petite pépite, même s'il est jeunesse, je vous assure, qui pourra plaire à n'importe qui, parce que c'est un beau roman sur, tout d'abord, la maladie de l'Alzheimer. Il l'appelle la maladie de l'oubli-tout dans ce roman, mais en fait c'est ça, c'est cette maladie, et elle est très bien abordée, toutes les thématiques sont fabuleuses et touchent en plein cœur. C'est un récit vraiment beau et émouvant, et magique puisqu'on est sur des animaux qui parlent dans une forêt, on a un décor vraiment chaleureux et tout est là pour passer un bon moment de lecture. C'est vraiment un bonbon, un livre cocooning, feel good qui bouleverse et en même temps qui fait du bien. C'est mignon tout plein parce qu'on est encore une fois sur des animaux qui parlent, mais c'est aussi plein de belles choses, ça fait rêver, c'est tout doux, c'est beau, ça aborde en même temps des thèmes très importants. C'est vraiment bien écrit, raconté. La plume est merveilleuse et tout simplement magnifique. C'est un livre que j'ai adoré, qui m'a vraiment plongée dans un autre univers et qu'il faut lire, vraiment qu'il faut lire. Ensuite, ça n'a rien à voir, c'est Inheritance Games 1 et 2 de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Alors, 1 et 2, oui, ça fait 2 livres, mais c'est comme si on avait qu'un, je les classe sur le même plan, on va dire, parce que ces 2 tomes ont été à la même hauteur pour moi, ça a été des coups de cœur. Faisons abstraction de la beauté de l'objet livre pour vous parler du résumé, même si vous devez le connaître parce qu'Inheritance Games s'est beaucoup passé sur les réseaux tellement il est de succès. Là, on suit Avery Grant, une jeune lycéenne sans histoire, sans le sou, totalement banale, qui rêve d'une bourse pour entrer à l'université. Et un jour, elle va apprendre qu'un milliardaire nommé Tobias Hawthorne lui lègue une partie de sa fortune. Le problème, c'est qu'Avery n'a jamais entendu parler de cet homme et que pour toucher cet héritage, elle doit vivre 1 an dans la maison des Hawthorne. Et la maison n'est bien sûr pas vide, elle côtoie à l'intérieur les membres de la famille Hawthorne, les filles du milliardaire, mais aussi les 4 petits-fils aussi charmants qu'insondables. Mais tous ont surtout envie de lui arracher l'argent qui leur revienne normalement de droit, et Avery va donc être emportée dans un tourbillon d'énigmes pour chercher à découvrir pourquoi ce milliardaire qu'elle ne connaît pas lui a légué cette fortune. Ce roman est une véritable pépite, lui il est rentré dans mes livres préférés.
C'est une de mes sagas préférées, une trilogie. Tout est absolument parfait dans ce roman. On a une histoire incroyablement originale, je trouve, des énigmes qui retournent complètement la tête et beaucoup de suspense, une intrigue très très bonne, des mystères à gogo, une héroïne très attachante que l'on aime immédiatement. On est sur des chapitres très rapides, un très bon rythme, un livre très addictif qu'on a très envie de lire jusqu'à la fin en fait, tout simplement sans s'arrêter. Les pages tournent tout seuls. Il y a beaucoup de secrets et l'autrice sait nous mener en bateau, nous emmener là où elle veut nous emmener. Et j'étais juste bouche bée pendant tout le roman, notamment à la fin parce que bien sûr un bon roman se termine avec un bon cliffhanger qui donne envie de lire le tome 2. C'est pour ça que je l'ai acheté justement tout de suite après. Et le tome 2, sans spoiler, a été aussi une très très bonne lecture. On continue l'aventure, on continue les énigmes, vous découvrirez ça par vous-même. Mais j'adore les relations entre les personnages. Les 4 petits-fils, ils sont incroyables. Très charmants en effet, très séduisants. On tombe sous leur charme, hein, tout simplement. Mais c'est une véritable pépite, un coup de cœur, un livre à dévorer sans attendre. Encore une histoire d'ado, mais là c'est Léo, 17 ans, qui va vivre une toute autre aventure qu'Avry. Ça n'a rien à voir. Parce que Léo, lui, encore une fois, un jeune homme, un lycéen sans histoire, se prépare juste pour la fête du lycée, la fête de fin d'année, qui est organisée cette année en hommage à une élève qui s'appelle Jessica Stein, qui a été assassinée 30 ans auparavant. Mais Léo va se réveiller le lendemain matin dans un autre corps, dans une autre maison, et surtout dans une autre époque, en 1988. L'histoire se passe en fait en 2018, ce qui est assez déstabilisant pour Léo qui va vite comprendre qu'en fait il doit faire des allers-retours, en tout cas il ne les contrôle pas, entre 1988 et 2018 pour découvrir qui a tué Jessica Stein et ce qu'il s'est passé ce soir-là et peut-être empêcher le meurtre. Ces allers-retours entre les époques, il les fait dans plein de corps différents, tout ça pour lui permettre de régler ce mystère et peut-être de changer le destin. Alors, les 7 vies de Léo Bellamy, les 7 vies, parce que 7 corps, parce qu'il va vivre 7 vies avant justement la fameuse soirée, parce qu'il a 7 jours, du coup, il me semble, pour trouver qui a tué Jessica et peut-être pour empêcher ce meurtre. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait rien du tout, il comprend juste par lui-même qu'il doit faire quelque chose. Et c'est un thriller young adult que j'ai adoré. Encore une fois, c'est fluide, les pages tournent tout seuls, on est emporté par ce rythme dynamique, par toutes les découvertes qu'il fait dans des différents corps, et puis on est juste emballé par cette histoire qui change de d'habitude, que j'ai trouvé vraiment originale et en même temps palpitante. On s'attache immédiatement à Léo, on se demande ce qu'on ferait nous si on était à sa place, et ce qui m'a le plus touchée dans ce roman, c'est en même temps toutes ces réflexions en fait qu'il y a autour de l'adolescence, parce que Léo voilà est un ado, il vit une fête pour la fin en fait de son année de première si je me souviens bien, et avec toute cette aventure, avec tout ce qu'il doit surmonter, il finit par avoir oui de nombreuses réflexions autour de l'adolescence, de la vie, et tous ces passages m'ont vraiment touchée et je les ai juste adorés. Il y a vraiment une réflexion philosophique en fait, on ne dirait pas comme ça, mais c'est plus qu'un roman adolescent, c'est en même temps une réflexion philosophique. On referme ce livre avec un grand sourire sur le visage et comme un peu un sentiment étrange juste par rapport à la fin, parce qu'on a cet élan d'espoir, de bonheur et juste de vie, et on se dit que finalement, en tout cas quand on est ado, puisque ça s'adresse quand même aux ados, on se rend compte que on a toute la vie devant nous, qu'il y a plein de possibilités, et c'était vraiment beau en fait. C'est réellement un roman à plusieurs facettes, le côté thriller bien dynamique et le côté plus touchant, plus émouvant, plus profond qui m'a vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau en fait. C'est un livre qui fait réfléchir et en même temps qui se lit sans prise de tête, je ne sais pas vraiment comment expliquer. C'est une expérience de lecture unique et je vous le recommande parce que je n'ai pas beaucoup vu passer alors que c'est une pépite. Et on continue avec Bruxelles d'Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette dans une magnifique édition dont je ne me lasserai jamais. Encore des animaux qui parlent, décidément, mais là on est sur des oiseaux parce qu'on est à Bruxelles, comme vous pouvez le lire ici, vous reconnaissez le jeu de mots
Bruxelles, les ailes, référence à Bruxelles en Belgique, déjà c'est du génie. Et donc à Bruxelles, depuis le printemps, des œufs se volatilisent. Le Parlement des oiseaux se réunit donc et décide de tirer au clair ces mystérieuses disparitions et il va alors confier cette mission à 3 oiseaux. Alors Jaboterne, un pigeon lunaire, 7, une corneille acariâtre et Champerdu, un rouge-gorge tapageur. Ces 3 oiseaux totalement différents mais en même temps complémentaires vont devoir en 8 jours aller d'un bout à l'autre de la ville pour enquêter, pour découvrir ce qu'il s'est passé et où sont passés ces œufs qui ont disparu. Et en même temps, ils vont vivre une aventure rocambolesque. J'avais adoré La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, une duologie de fantaisie merveilleuse, tout simplement merveilleuse et tellement singulière et originale. Et elle a encore surpris avec Bruxelles, qui n'est comme aucun livre que j'ai pu lire auparavant, parce qu'en plus d'être illustré, avec un petit lexique à la fin et puis un petit marque-page ici, il y a des notes en bas de page pleines d'humour pour nous apporter des informations sur les oiseaux, sur le fonctionnement de cette société des oiseaux, parce qu'Éléonore de Villepoix imagine vraiment une société en fait chez les oiseaux. Et déjà, ces notes d'humour, ça peut sembler rien, mais c'est beaucoup, ça fait beaucoup, ça change tout. Ça a fait vraiment quelque chose. Et déjà, c'est ce qu'il faut noter, parce qu'Éléonore de Villepoix est une autrice très originale qui, pour moi, a beaucoup de talent, parce qu'elle se démarque. Alors là, ces 3 oiseaux qui vont vivre une aventure, on peut se dire, est-ce que ça va être vraiment intéressant? Est-ce que on va pouvoir s'attacher à ces personnages? Eh bien, c'est surprenant, mais oui, on s'attache à ces personnages. Ils sont excellents en fait, tout simplement. Ils sont fabuleux, on les aime, on les adore. Et l'aventure qu'ils vivent est exceptionnelle. On n'imagine pas une chose pareille, c'est si bien raconté. C'est vraiment, comme ils disent dans le résumé, une belle fable animalière déjà. Et en même temps une réflexion sur la différence, sur la société, sur tout ça. Donc encore une fois, comme les 7 vies de Léo Bellamy, j'ai envie de dire, on a un mélange de ce côté récit, beau, sans prise de tête, et on va dire seulement un livre, mais derrière toutes des réflexions, des éléments plus profonds qui font que ce n'est pas qu'une simple lecture, mais c'est forcément un coup de cœur, ou en tout cas un livre qu'on n'oubliera jamais. C'est tellement passionnant, tellement fluide, ça se lit tout seul et en même temps on ne veut pas terminer cette histoire parce qu'on veut rester aux côtés de nos 3 oiseaux qui finissent par se lier d'amitié même s'ils sont très différents. C'est très immersif aussi totalement et je n'ai même pas les mots en fait pour décrire à quel point ce livre est unique en son genre et qu'il faut le lire. Et là, on est encore sur des pépites et surtout the pépite parce qu'on s'attaque à mon avis sur le tome 3 et 4, attendez, je les mets bien, le tome 3 et 4 de Phobos qui sont énormes, je sais pas si vous le voyez mais ils sont énormes, de Victor Dixon publié chez la collection R évidemment. Là encore je vous présente les 2 tomes d'un coup mais ça compte comme un livre évidemment. Parce que oui, j'ai enfin terminé Phobos, cette saga que j'ai commencé il y a pas mal de temps, que j'avais arrêtée parce que je ne voulais pas la terminer tellement j'étais accro justement, je voulais faire durer l'instant et je voulais lire ces livres pendant des vacances pour bien savourer le moment. C'est ce que j'ai fait en 2022, j'ai dévoré ces 2 derniers tomes et en même temps ça m'a déchiré le cœur parce que j'ai terminé Phobos en fait, j'ai terminé Phobos. Je ne sais pas si sur cette chaîne je vous ai déjà beaucoup parlé de Victor Dixon, mais Victor Dixon est vraiment mon auteur préféré. C'est un auteur que j'apprécie énormément, j'ai aimé tous ses livres et j'aurais aimé mettre tous les livres que j'ai lus de lui en fait cette année dans ce bilan de mes meilleures lectures. Mais j'ai choisi Phobos parce qu'il y a un côté vraiment sentimental, parce que j'ai terminé cette saga qui m'a accompagnée pendant longtemps, qui a fait partie des premiers livres que j'ai lus de lui. Et c'est tellement exceptionnel en fait qu'il faut lire cette saga. C'est le tome 3, c'est le tome 4, c'est la fin de la saga, donc je ne vais pas vous parler spécifiquement de ces tomes-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que Phobos, c'est une aventure dans l'espace. On est sur un programme de télé-réalité qui s'appelle le programme Genesis, qui fait en sorte que 6 prétendants et 6 prétendantes, donc 6 filles et 6 garçons, s'envolent pour Mars dans un vaisseau mais séparé
pour aller construire une colonie sur Mars. Donc on parle de la colonisation de Mars, on parle d'un voyage dans l'espace, et il y a une dimension totalement différente autour de cette émission de télé-réalité parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lors de ce voyage dans l'espace, ils vont être filmés H24 et il va y avoir des séances de speed dating entre les garçons et les filles pour que chacun en fait finisse par choisir avant d'arriver sur Mars le garçon ou la fille avec qui ils vont se marier et fonder une famille sur Mars en fait. Dit comme ça sonne peut-être un peu spécial, mais simplement un programme pour aller construire une colonie sur Mars et peupler Mars tout simplement. Sauf que pour rendre les choses un peu plus captivantes pour la population, ils ont décidé de faire de ça une véritable émission phénoménale que tout le monde va regarder en boucle et qui va intéresser la Terre entière. Mais Phobos, c'est pas que ça, c'est des problèmes. C'est un voyage qui ne tourne pas tout à fait comme prévu, c'est toute une réflexion autour des écrans, des réseaux sociaux, tout ce par quoi les prétendants et les prétendantes sont entourés H24 pendant leur voyage. C'est une aventure exceptionnelle, indescriptible, une histoire dans laquelle il se passe beaucoup trop de choses, mais qui est extrêmement dynamique, passionnante, toujours avec beaucoup de science et d'explications qui rend le tout très intéressant et c'est vraiment immersif. On a une plume encore une fois très fluide, très belle, j'aime beaucoup la plume de Victor Dixon. On a une héroïne, Léonore, extrêmement attachante, qu'on aime immédiatement encore une fois et qu'on veut suivre en fait pendant ces 4 tomes sans s'arrêter. Phobos, c'est la saga de ma vie, c'est une révélation, c'est un coup de cœur, c'est une de mes sagas préférées. Et si vous n'avez toujours pas lu Phobos, eh bien lisez Phobos. Et j'espère que vous allez aimer autant que moi, parce qu'elle mérite beaucoup de succès. J'imagine juste tout le travail derrière et tout ce qu'il y a dans ces livres énormes, c'est indescriptible. C'est vraiment un thriller haletant, suffocant même, ils disent. Il y a tellement de choses qui se passent, on ne veut même pas imaginer. On a des changements de point de vue qui rendent le tout très dynamique. Et tout ça fait que c'est un livre comme aucun autre, exceptionnel et incroyable. Et là, un livre que j'ai dévoré cet été 2022, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Varey, publié chez Pocket Jeunesse, que je voulais lire depuis une éternité et qui, waouh, a été un coup de cœur absolu. Je ne m'attendais tellement pas à aimer autant ce livre qui raconte l'histoire de Léa qui a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Elle est fan de basket et elle rêve d'en faire son métier, d'aller très loin dans cette pratique. Et on suit aussi Anthony qui lui a 17 ans et qui est obligé de faire face aux gardes à vue de son frère et à l'absence de son père et qui ne rêve plus depuis bien longtemps. On a vraiment un parallèle déjà entre ces deux personnages qui vont se rencontrer alors qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Clairement, ils n'avaient aucune raison de se connaître l'un l'autre. Et la vie de Léa va basculer et lorsque celle-ci va perdre beaucoup de choses et voir sa vie totalement bouleversée, Anthony sera là pour l'aider et ils vont s'aider l'un l'autre et changer leur existence. On est sur le point de vue de Léa, cette fille pétillante qui a ce rêve qui tourne autour du basket, tout tourne autour du basket et c'est beau déjà tout simplement et en fait il se passe tellement de choses. Sa vie bascule complètement. Je ne m'attendais pas à une telle avalanche d'événements horribles en fait. Donc c'est un livre assez court finalement quand on y pense, mais vraiment condensé en émotions. C'est tellement fort, il y a énormément d'instants extrêmement forts. La plume de Marie Varey est aussi d'une justesse indescriptible et magnifique pour décrire tout ce que Léa ressent et en même temps tout ce qui se passe, toutes ses pensées. On est vraiment plongé avec elle dans tous ces obstacles qui lui tombent dessus, qu'elle doit surmonter. Je ne m'attendais clairement pas à un livre comme ça, à un récit comme ça. Il m'a retourné, je le lisais, je n'avais même pas les mots, je voulais juste lire jusqu'à la fin parce qu'on est en même temps entraîné par toute cette avalanche, ce tourbillon d'émotions et d'événements et finalement ça se finit bien, vous pouvez l'imaginer.
parce que c'est un livre très beau, plein d'espoir, qui donne le sourire, mais qui fait passer par énormément d'émotions, et c'était très fort. Je salue Marie Vareille vraiment pour ce livre, que j'aimerais beaucoup relire en plus, parce qu'il a été... Waouh indescriptible. Deepwater, lui, c'est un thriller, encore une fois, de Sarah Epstein, publié chez Bayard. Et je ne sais pas si vous voyez la phrase ici, mais c'est marqué « Tous les criminels ont des amis d'enfance ». J'ai été tout de suite très intriguée par cette phrase. En plus, j'ai découvert que c'était un thriller australien hautement addictif, comme c'est écrit dans le résumé. Je me suis lancée et je n'ai pas été déçue. Avant la tempête, on a 7 amis, Mason, Chloé, Henry, Tom, Raph, Irina et Sabine, qui se sont trouvés, qui sont liés à jamais et qui ne se cachent rien. Leurs vies ne sont pas toujours faciles, mais ils restent soudés, ils sont ensemble, malgré les épreuves. Mais tout va changer lorsque l'orage va éclater. Oui, un orage éclate et après cet orage, Henry a disparu. Donc où est-il? Est-ce une fugue? Est-ce un enlèvement? Un meurtre? Tous ses amis vont le chercher, tout va tourner autour de ça. Et en même temps, il y a vraiment une question qui va se poser, c'est que s'est-il passé la nuit de la tempête? Ce livre est une bombe, une véritable bombe, qui souffle tout sur son passage, plus on avance dans la lecture. Le rythme est effréné, on n'a pas le temps de souffler, on a juste le temps de réfléchir, de se demander ce qu'il s'est passé. Mais au final, peut-être qu'on finit par deviner au fur et à mesure quand on a des petits indices, mais rien ne vous prépare à ce qui se cache dans ce livre. On est sur 2 points de vue, donc ça rend encore une fois le récit très dynamique. Surtout un point de vue est très fort, assez inattendu et assez déstabilisant un petit peu, mais vraiment, vraiment incroyable. C'est un livre qui se dévore, qui se lit encore et encore et encore. Les pages tournent toutes seules. On veut juste la réponse à ce qu'il s'est passé pendant la tempête, et en même temps on a tous des retours en arrière parce qu'on se rend compte que il y a plein de choses derrière. On est plongé littéralement dans le quotidien de ses amis et dans tout ce passé dont on ne connaît rien mais qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc on a toujours cette part de suspense et c'est vraiment ce que j'ai adoré, parce qu'au début on est lâché, on se demande mais de quoi il parle, que s'est-il passé, pourquoi est-ce qu'il se passe ça, et on apprend tout au fur et à mesure, ce que je trouvais extrêmement bien construit. Tout était parfaitement bien ajusté, les personnages sont géniaux, je les ai adorés. Ce roman était très inspirant aussi pour faire mes petits montages que je mets sur Instagram, parce qu'il y a une ambiance assez sombre et mystérieuse, mais justement c'est toute cette ambiance qui donne le cachet à ce livre. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, foncez. Il est plutôt bien pour la période automnale, mais moi il me semble que je l'ai lu aussi cet été et c'est une bonne lecture à lire en fait jusqu'au bout de la nuit. On s'attaque à une sortie récente, The Prison Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette. Et donc c'est le tome 1, La guérisseuse de Zalindov. Je crois que le tome 2 n'a pas encore été annoncé, en tout cas il n'y a pas encore eu de date, mais je vous dis que je vais me jeter encore une fois dessus lorsqu'il va sortir, parce que je vous annonce la couleur dès maintenant. La fin de ce livre vous donnera envie de hurler parce que je ne m'y attendais pas, je ne réalisais pas que l'autrice puisse nous faire un truc comme ça. J'ai longtemps réfléchi après la fin de ce livre parce que on est sur un retournement de situation inattendu, surprenant, mais incroyable. Dans ce roman de fantasy, on suit Kiva, une jeune fille qui vit dans la prison de Zalindov depuis plusieurs années maintenant et qui a réussi à survivre depuis toutes ces années parce qu'elle est la guérisseuse de Zalindov, c'est-à-dire qu'elle guérit les malades, elle aide ceux qui sont blessés, et ce statut qu'elle a obtenu parce qu'elle a beaucoup de connaissances dans tout ce qui est les plantes médicinales, etc., lui a permis de survivre, comme je l'ai dit, parce que Zalindov, c'est une prison pour les criminels, on va dire de très haut niveau, une prison pas très accueillante, qui ne traite pas forcément bien ses prisonniers non plus. Il y a les travaux forcés qui peuvent vite vous détruire, vous faire mourir, et aussi les gardes qui, s'ils en ont envie, peuvent sans hésiter vous frapper en fait. On a une bonne ambiance bien sombre, mais Kiva elle survit, elle est forte, et elle attend surtout que sa famille vienne la chercher parce qu'elle reçoit des messages de sa famille. Elle arrive à avoir des messages de sa famille qui lui dit à chaque fois qu'ils arrivent. Ils arrivent, et voilà. Elle attend,
tout simplement. Mais son quotidien de guérisseuse à Zamindov va totalement basculer à l'arrivée de 2 prisonniers, pas comme les autres, dont elle va devoir s'occuper, mais pas que, et qui vont faire que Kiva va embarquer dans de multiples péripéties qui vont faire basculer sa vie. The Prison Healer, c'est un véritable huis clos. On est bloqué dans cette prison pendant tout le roman et ça donne une ambiance assez particulière. Je n'avais jamais lu, je crois, de huis clos et j'adore. Tout simplement, l'ambiance est extrêmement bien décrite. J'en parle déjà beaucoup parce que c'est ce qui ressort surtout de ce roman. On est dans un roman fantastique, mais là on est sur l'ambiance de la prison, ce côté froid, glacial, sinistre et surtout inquiétant ressort beaucoup, mais on a quelques lueurs avec les amis de Kiva, certains personnages et ses nouveaux prisonniers, et surtout un nouveau prisonnier, parce que je vous le dis tout de suite, il y a une petite histoire d'amour, mais qui passe très très bien, que j'ai adoré, qui est très mignonne, vraiment. Et ça se lit aussi très très bien, très rapidement. Franchement, c'est parfait, presque parfait, j'ai envie de dire, j'adore. Donc encore une fois, n'hésitez pas à l'acheter, le tome 2 va sortir bientôt. Je vous fais vraiment commencer plein de sagas en fait. Et on s'attaque aux 2 derniers pour la route. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle, mais j'espère que ça ne va pas être trop long. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de passer vite sur cela. Même si là, on parle de La Reine sans royaume de Holly Black, publié chez Rajo. Bon, c'est le 3e tome de la saga Le Prince Cruel. Je vous la présente même plus, je pense. Mais donc là, c'est du fantastique. Je pense que c'est plus du fantastique que de la fantasy parce qu'on a aussi un mélange avec le monde des humains, donc on n'est pas dans un monde totalement séparé du monde des humains, bref. Et là, l'héroïne, c'est Jude qui a été enlevée par un fae quand elle était enfant et qui depuis vit sur Terra Fae, le monde des fae. Les fae sont des créatures ressemblant à des elfes, j'ai envie de dire, très puissantes, cruelles et surtout magnifiques. Elles sont décrites comme ça, supérieures aux humains évidemment, et donc Jude, elle doit trouver sa place dans ce monde dans lequel elle a été contrainte de vivre, et c'est pas forcément simple pour elle, elle doit apprendre à se battre, à lutter contre les sortilèges et surtout tous ces fae qui ont une dent contre elle parce qu'ils n'aiment pas les humains, mais surtout contre un fae en particulier, le prince Cardan. Le prince, oui, pas n'importe qui, parce qu'elle va se le mettre à dos, ce prince qui n'hésite pas à se prendre pour le roi du monde et qui agit de manière absolument horrible avec elle, notamment, même si j'ai envie de dire qu'il agit de cette manière avec à peu près toutes les personnes qu'il croise sur son chemin. Et je peux pas vous résumer autrement Le Prince Cruel, parce que c'est ça, au début, c'est juste Jude qui essaye de survivre dans ce monde. C'est son quotidien et surtout son combat permanent contre Cardan. Mais on est dans un univers fantastique, à peu près médiéval j'ai envie de dire. On a des histoires de rois, des complots, des trahisons, les trônes, la magie, des terres différentes. On a tout ça, vous imaginez bien que ça va forcément faire des histoires. Et bien les histoires, c'est 3 tomes. Les 3 tomes du Prince Cruel que j'ai juste là. Et notamment un livre en plus qui est Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, qui est un livre en plus, oui, qui donne le point de vue de Cardan à certains moments de la saga et qui raconte aussi son histoire, son passé. Un livre d'ailleurs que j'ai lu en 2023, en ce début d'année, et que j'ai adoré. Je ne dirais pas que ce 3e tome a été le meilleur des 3 parce que j'ai autant adoré le premier, le 2e que le 3e, mais ça a été une magnifique conclusion de saga. Et d'ailleurs, le 2e et le premier, je les ai lus en 2021, donc je ne pouvais pas les mettre dans ce bilan. Mais ça a été une magnifique conclusion. Encore un roman plein d'action et de péripéties qui se lit tout seul. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment des livres tous qui se lisent sans s'arrêter et que certains, j'aurais aimé les lire sans m'arrêter évidemment. C'est une belle et grande aventure qui prend fin, des personnages que l'on retrouve encore une fois, et une incroyable histoire en fait, qui laisse bouche bée et surtout totalement ébahie parce qu'on se dit comment on est passé de ce plot à ces 3 tomes qui font totalement basculer le monde de Jude finalement. Et c'était une saga exceptionnelle, très immersive, avec aussi une très belle plume que j'ai dévorée et qui fait partie aussi de mes sagas préférées.
Et le dernier, c'est Où est la vraie vie de Liz Braswell, publié chez Hachette, un autre livre de la collection Twisted Tale, c'est réécriture de contes dont je vous parle beaucoup finalement, et c'est le dernier livre que j'ai lu en 2022, donc je trouve ça bien que ma dernière lecture soit aussi un coup de cœur et qu'il fasse partie de ce bilan. Et donc cette réécriture, quelle est sa particularité? C'est que on suit Réponse, les Réponses vous la connaissez, vous connaissez surtout le dessin animé je pense, mais Réponse n'a pas les cheveux dorés comme dans le dessin animé, mais elle a les cheveux argentés parce que sa mère n'a pas bu la potion avec la larme de soleil, mais la larme de lune. Qu'est-ce qui change, vous vous demandez peut-être? Eh bien, c'est le fait que Réponse ne peut pas guérir ou rajeunir avec ses cheveux, mais elle peut blesser ou tuer. On a un côté vraiment plus sombre dans ce Twisted Tale que le film d'animation, que les contes de fées en général, en tout cas chez Disney. Et donc voilà, Réponse, elle a un pouvoir totalement différent et elle va décider de fuir donc sa tour. On reste sur le même principe, mais l'aventure n'a rien à voir. Elle va tout de même rencontrer Flynn Rider et une certaine Gina, un personnage qui est rajouté ici que j'apprécie 1000 fois, et elle va être entraînée dans une incroyable aventure avec ces deux personnages et va vivre plus de choses en quelques pages qu'en 19 ans d'ailleurs, parce qu'elle a été enfermée pendant 19 ans. Comment vous expliquer mon coup de cœur pour ce roman? Ça va être compliqué. Mais déjà, l'idée est géniale. L'idée est géniale. On a ce côté plus sombre qui rajoute quelque chose, qui change du film d'animation. On a ces nouveaux enjeux, on a cette nouvelle histoire finalement, parce qu'on part aussi du principe que Réponse veut aller voir les lanternes, mais rien ne va se passer comme cela. Vous pouvez oublier totalement le film d'animation. Alors ça peut en décevoir certains parce que certains veulent certaines scènes iconiques, mais on a d'autres références qui vous feront sourire. Moi, ça m'a beaucoup fait sourire et je ne peux rien vous dire pour ne pas vous spoiler, mais la façon dont le récit est introduit en fait, ce n'est pas comme n'importe quel récit. C'est assez différent, mais je ne vais pas vous le dire. Mais j'ai juste adoré ça, ce principe en fait, parce que ça change et ça rajoute un petit quelque chose qui fait que ce Twisted Tale en fait se démarque des autres. Réponse est fidèle à elle-même, Mère Gothel aussi, Flynn Rider aussi. J'ai l'impression de voir les personnages du dessin animé et moi c'est ce que je veux quand je lis un Twisted Tale. C'est pour ça que je me dis que les personnes qui écrivent ces Twisted Tale, bon en tout cas j'ai juste lu ceux de Liz Braswell, sont vraiment talentueuses parce qu'elles arrivent à retranscrire vraiment ce personnage que l'on a vu qu'en visuel en fait. Là on a les pensées de Réponse, donc on a plus de réflexion autour de tout ce qu'elle a vécu dans sa tour et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ça rajoute de la profondeur au personnage, ça le développe et ça je ne peux pas m'en passer. Alors j'ai adoré. La petite histoire d'amour entre Réponse et Flynn, elle est là, elle est géniale, elle est adorable. Gina est un personnage dont je n'attendais pas grand chose au début mais que j'ai adoré, qui pour la petite anecdote en fait ne s'entend pas super bien avec Flynn, donc ils se taquinent, ils se chamaillent, mais c'est drôle. Moi j'appréciais fortement cette relation. Puis tous les autres personnages sont géniaux. L'aventure justement qui change totalement est géniale en fait. On a vraiment Réponse qui va découvrir le monde mais subir d'autres choses, et Mère Gothel est aussi extrêmement bien retranscrite, fidèle à elle-même, et j'ai envie de dire que ce livre c'est tout simplement le talent à l'état pur. Donc si vous aimez Disney, si vous aimez le dessin animé et si vous aimez le fait que ça change de l'histoire originelle, vous pouvez lire ce Twisted Tale, vous ne serez pas déçus et je pense que vous passerez un très très bon moment. À la fin vous aurez juste envie de revoir Réponse d'ailleurs et peut-être même de relire le livre en fait. Et voilà, on a fini ce top 10 de mes meilleures lectures de 2022. Et bien moi je suis très contente d'avoir parlé de tous ces livres et j'espère vraiment que vous allez les lire parce que je veux que vous les lisiez. En tout cas, je suis sûre que certains peuvent vous plaire si vous avez repéré les résumés que vous aimez. Allez les acheter ou notez-les pour votre anniversaire ou Noël de 2023. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure lecture de 2022 ou alors vos meilleures lectures de 2022. Dites-moi tout simplement si vous avez lu un de ces livres et si vous les avez lus, dites-moi si vous avez aimé, vous pouvez me dire aussi que vous n'avez pas aimé en tout cas, et si vous avez d'autres livres à me conseiller, je suis toujours partante. J'espère que votre début de 2023 se passe bien. Pour moi, c'est le cas. Je n'ai pas encore lu énormément, mais j'ai fait de très bonnes lectures dont je parlerai évidemment bientôt. J'ai été très heureuse de vous parler de tout ça dans cette vidéo. Et sur ce, moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!